Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire, vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet, vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur, comment ça marche, est-ce que c'est fiable, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la catastrophe de Tchernobyl à travers la série télévisée du même nom. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy. La série Tchernobyl, fiction et réalité, c'est le thème de notre podcast. Aujourd'hui, nous voulons revenir sur cette catastrophe nucléaire par le prisme de la mini-série télévisée en 5 épisodes, une coproduction américano-britannique qui a connu un gros succès à travers le monde et notamment en France. Il y a les faits établis et la manière dont ils sont racontés dans la série. Où est la fiction? Où est la réalité? Nos deux invités, vous allez le voir, ont des profils radicalement différents. D'abord, Michel Chouat. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, Michel Chouat, présentez-vous. Vous êtes docteur en sciences physiques nucléaires, vous êtes ingénieur et vous êtes surtout, d'après ce que j'ai compris, un grand spécialiste, probablement l'un des meilleurs spécialistes du nucléaire dans l'Europe de l'Est. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. J'ai travaillé beaucoup sur le sujet des réacteurs RBMK, c'est-à-dire les réacteurs de type Tchernobyl, effectivement. Je travaille à l'IRSN depuis plus de 22-23 ans. L'IRSN, il faut le dire, c'est l'organisme français qui est en charge des recherches et des expertises sur les risques nucléaires et radiologiques, c'est ça? Tout à fait. Et l'IRSN, c'est le conseiller technique des pouvoirs publics pour tout ce qui concerne l'utilisation de l'énergie nucléaire en France. Alors, donc vous avez une grande connaissance de cette affaire Tchernobyl. Vous avez vu la série aussi, bien sûr. J'ai vu la série. Et alors, avec vous, Yvan Thiebaud. Bonjour Yvan Thiebaud. Eh bien, bonjour. Alors vous avez un profil complètement différent, c'est ça qui est intéressant. Vous n'êtes pas du tout spécialiste du nucléaire à la base, mais vous êtes passionné par Tchernobyl et aussi par la série. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi ça vous passionne autant que ça, la série Tchernobyl? C'est une très bonne question. Eh bien oui, alors effectivement, j'ai pas ce bagage très important qu'est Monsieur Chouat, ce bagage scientifique, mais je me suis beaucoup intéressé à cet épisode-là, ça m'a vraiment passionné. Alors ça m'est venu de manière assez triviale, c'était il y a une dizaine d'années avec un jeu vidéo que certains auditeurs connaîtront peut-être, qui s'appelle Stalker. Et donc c'est un jeu vidéo qui a vraiment donné cette dimension un peu fascinante à la zone d'exclusion de Tchernobyl et à la centrale en elle-même. Ça m'a donné envie de m'y intéresser plus, comme je suis de nature assez curieuse. Et je me suis rendu compte que c'était quand même un événement très riche dans l'analyse qu'on peut en faire, à la fois la catastrophe en elle-même, la façon dont on l'a réglée, dont on l'a géré, les conséquences qu'elle a pu avoir par la suite, le soviétisme, tout le contexte qu'il y a autour. C'est un événement très très riche et vraiment unique dans l'histoire. Et donc je me suis beaucoup documenté et j'ai créé une page Twitter qui en parle pour partager tout ça avec d'autres personnes. Alors Yvan, vous avez quel âge? Vous aviez quel âge au moment de Tchernobyl? J'avais 2 ans. Voilà, donc 2 ans. Vous faites le calcul, j'ai 36 ans. D'accord, donc vous étiez un très jeune garçon au moment de la catastrophe, et donc vraiment c'est ce que vous avez appris, c'est bien après. Alors tous les deux, on va rappeler quand même un peu les faits, parce que c'est donc cette catastrophe de Tchernobyl. On est en Ukraine le 26 avril 1986. Michel Chouat, c'est un des 4 réacteurs de la centrale Lénine près de Tchernobyl qui explose. Un des 4 réacteurs, c'est bien ça, hein? Tout à fait. C'est le réacteur numéro 4 précisément, et qui était le réacteur le plus récent de la centrale. Oui, parce que c'est une installation récente, c'est pas une vieille centrale. Hein. Tout à fait. C'est une centrale récente, parmi les plus récentes en fait, à l'époque. Et surtout, le réacteur qui a subi l'accident, ce réacteur était le plus récent de la centrale. Il n'avait que 2 ans de fonctionnement. Alors, sur les lieux, on est en Ukraine, tout près de la Biélorussie, mais à cette époque-là, c'est territoire soviétique, le tout. Tout à fait, complètement. Donc tout ça, ça dépend du Kremlin. Je ne peux pas vous dire comment était organisée la gestion, en fait. Mais en fait, c'est ça. Donc, politiquement, on est en URSS.
Yvan Thiebaud, on va parler beaucoup des circonstances politiques, au-delà des circonstances techniques, mais ça, le poids de l'URSS, selon vous, c'est très important. C'est très important, effectivement, parce que tout était centralisé. Il y avait pas cette séparation. Par exemple, aujourd'hui en France, on a un organisme qui s'appelle l'ASN, qui est un organisme indépendant qui se charge vraiment de contrôler la sécurité des centrales et qui est tout à fait indépendant du pouvoir. À l'époque, tout était organisé en comités centraux qui étaient directement liés au pouvoir en place. Donc, effectivement, il y avait quand même une culture de la sûreté nucléaire, mais qui n'était pas si différente, enfin si séparée du pouvoir que ce qu'on a maintenant, quoi. Alors, Michel Chouat, vous avez fait allusion à la technique utilisée à Tchernobyl. Ce sont des réacteurs RBMK. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des réacteurs de grande puissance à tube de force. C'est-à-dire, contrairement à nos réacteurs, où on dispose d'une grande cuve à l'intérieur de laquelle sont disposés les assemblages combustibles, dans les réacteurs de type RBMK, il y a un très grand empilement de graphite percé de trous verticaux dans lesquels on place des tubes qu'on appelle des tubes de force. Ce sont des tubes assez résistants à l'intérieur desquels on place dans chaque tube un assemblage combustible. En d'autres termes, si on veut faire une petite comparaison schématique, on a une cuve en France avec beaucoup d'assemblages. Dans le réacteur RBMK, il y a environ 1660 petites cuves contenant chacune un assemblage combustible. L'autre caractéristique réside dans l'utilisation de graphite comme modérateur, alors que dans nos réacteurs, nous utilisons l'eau légère. Oui, c'est-à-dire que ce que vous appelez modérateur, c'est pour refroidir, c'est ça? Non, le modérateur, ce n'est pas pour refroidir. Il y a le fluide réfrigérant pour refroidir. Dans nos réacteurs, c'est de l'eau légère. Dans les RBMK, il en est de même. C'est de l'eau légère aussi. Le modérateur est un matériau utilisé pour ralentir les neutrons issus de la fission nucléaire. Car dans les réacteurs de type REP, comme on appelle REP, les réacteurs à haute pression, comme ceux qu'on a en France, ou dans les réacteurs de type RBMK, il faut ralentir les neutrons pour les rendre efficaces pour la réaction en chaîne. Pour ralentir les neutrons, le matériau utilisé dans les RBMK, c'est le graphite. Alors, il y a de grosses différences entre les réacteurs que nous avons en France et ceux qui étaient en URSS à cette époque-là, et qui y sont toujours d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une erreur humaine au départ dans la catastrophe de Tchernobyl, ou alors est-ce que c'est un malfonctionnement technique? L'accident de Tchernobyl est une combinaison d'erreurs humaines et de déficiences techniques qui n'ont pas pu récupérer cette erreur. Pour être clair, il y avait des déficiences techniques. Mais si on n'avait pas commis l'erreur humaine, peut-être aujourd'hui on n'aurait pas entendu parler de réacteurs RBMK comme on le sait de manière aussi négative. Inversement, sans l'erreur humaine, les caractéristiques du réacteur ne sont pas bonnes. Donc on ne peut pas les tolérer. Alors Yvan Thiebaud, cette erreur humaine, on la voit dans la série, dans la série de Tchernobyl. On voit cette espèce d'affolement, de précipitation, de problèmes de communication entre les gens de la centrale, entre les autorités politiques. Tout ça est assez bien raconté dans la série. C'est très bien raconté. Alors les erreurs humaines, elles ont démarré assez tôt, puisque tout vient du fait finalement que l'équipe de nuit de la centrale a voulu absolument réaliser ce test en temps voulu, alors que il y a eu un petit problème à l'origine, c'était que le réacteur devait être maintenu à une puissance faible pendant beaucoup plus longtemps. Et malheureusement ça n'a pas été fait, puisqu'ils avaient besoin de puissance dans l'après-midi du 25 pour alimenter les villes avoisinantes et la région. Et la baisse de puissance n'a pu intervenir que plus tard.
Et on verra, alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais cette baisse de puissance aurait dû intervenir sur une période beaucoup plus longue. Ensuite, effectivement, quand ils ont commencé à se rendre compte que les choses commençaient à mal se passer, il y a eu une autre grosse erreur humaine, c'était que ils ont retiré des barres de contrôle en beaucoup trop grand nombre, alors qu'elles auraient dû rester. Il y aurait une partie plus importante qui aurait dû rester dans le réacteur. Michel Choua, vous approuvez ce que vient de dire Yvan ? Tout à fait, mais je voudrais juste compléter en disant ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont commencé la baisse de la puissance la veille, parce que tout avait commencé la veille de l'accident, c'est-à-dire le 25 avril. Le 25 avril au matin, l'équipe qui pilotait le réacteur avait déjà commencé la baisse de puissance. Il était prévu qu'on baisse la puissance du réacteur à un niveau spécifique pour réaliser ce test. Or, pendant cette phase de baisse de puissance, arrivé à peu près à 50% de la puissance nominale, l'équipe reçoit un appel du distributeur d'électricité leur demandant de suspendre la baisse et de maintenir le réacteur au niveau de 50%, parce qu'il y avait une forte demande d'électricité. C'est ce maintien à mi-puissance pendant une dizaine d'heures qui a provoqué des perturbations physiques importantes dans le cœur, le rendant incontrôlable au moment où ils ont réalisé le test. Et il y avait aussi cette obsession de vouloir faire ce test alors qu'on aurait pu le faire à un autre moment. Il y avait une pression, peut-être politique. Il y avait une pression à cause du week-end du 1er mai qui allait arriver. Car la centrale, au fait, elle était en phase de baisser la puissance afin d'arrêter le réacteur pour des opérations de maintenance, ce qui se passe très très couramment dans tous les réacteurs. Et il voulait simplement profiter de cette période d'arrêt du réacteur pour réaliser ce test qui n'avait pas pu être réalisé au moment du premier démarrage du réacteur 2 ans auparavant. Donc, cette baisse de puissance en elle-même n'était pas, en fait, prévue et programmée pour le test, c'était pour la maintenance, mais il voulait en même temps en profiter pour réaliser le test. Yvan Thiebaud, quand on regarde la série, on a une technologie de l'époque. Je demanderais à Michel Choua si c'est conforme à ce qui existait à ce moment-là à Tchernobyl, mais c'est un peu vintage tout ça quand même, non ? C'était alors vintage, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas c'était une technologie qui présentait des défauts de conception, mais pour autant, elle n'a pas été arrêtée tout de suite après la catastrophe. Il y a des réacteurs qui ont de type RBMK qui ont continué de fonctionner, d'ailleurs sur la centrale de Tchernobyl elle-même jusqu'en 2000, et sur 3 autres centrales, je crois, russes, jusque maintenant, hein, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il y en a toujours 9 réacteurs RBMK qui fonctionnent. Donc c'est une technologie, alors voilà, obsolète, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas qui présente des défauts. Alors ces défauts-là ont été corrigés après la catastrophe. Mais quand bien même, il y a toujours des réacteurs de ce type-là en fonctionnement aujourd'hui. Michel Choua, on a oublié de dire quelque chose de très très important qui différencie les installations françaises de ces installations de type soviétique, c'est qu'il n'y a pas d'enceinte de confinement à Tchernobyl. Il y a, en gros, pour résumer, il y a un toit en tôle, quoi, si je résume. Tout à fait. Il n'y a pas d'enceinte de confinement comme celle dont occupent nos réacteurs. Ceci étant, il y avait quand même une sorte de confinement modulaire, c'est-à-dire les parties les plus sensibles du circuit primaire du réacteur étaient entourées d'une cavité en béton plus résistante que les autres bâtiments. Donc il y avait un confinement modulaire, mais qui ne concernait qu'environ 60-65% du réacteur. Yvan Thiebaud, Mikhail Gorbatchev, qui était le patron de l'URSS à ce moment-là, on est en 1986, on est 3 ans avant la chute du mur de Berlin. Gorbatchev dit « c'est déjà le début de la fin de l'URSS et Tchernobyl est un événement historique très important de ce point de vue-là ». Vous êtes d'accord ?
je suis d'accord. Alors, je sais pas s'il l'a dit en 1986. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il l'a dit beaucoup plus tard. Il l'a dit après, effectivement. Il a estimé que c'était un des ingrédients qui a précipité la chute du régime. Et je suis d'accord. C'est une catastrophe qui a réveillé parmi les soviétiques vraiment ce sentiment de défiance envers le pouvoir. Ils ont vite compris qu'on leur avait menti, qu'on leur avait caché des choses. Il y a eu beaucoup de manifestations, de contestations parmi tous les peuples de l'URSS. Et ça a contribué effectivement à la chute du pouvoir. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Michel Choix, quels sont, nous, occidentaux, avec des techniques différentes, avec des organisations gouvernementales, administratives tout à fait différentes, quelles sont les leçons que l'on a tirées de Tchernobyl ? On a tiré beaucoup de leçons de Tchernobyl. C'était un accident de grande envergure. C'était le premier après TMI. Mais il y avait une énorme différence entre TMI et 3 Mile Island, c'est le 3 Mile Island TMI. en 1979 aux États-Unis. L'énorme différence, c'est que à 3 Mile Island, on a réussi à contenir les matières radioactives enfermées. Alors qu'à Tchernobyl, avec l'explosion, tout est parti dans l'atmosphère. Et c'était la première fois où la confiance qu'on avait à l'époque dans ces systèmes jugés très sûrs et très solides commençait un petit peu à s'ébranler. Et on a commencé à comprendre surtout l'importance du facteur humain qui doit venir renforcer la conception solide des réacteurs. Oui, le facteur humain, Yvan Thiebaud, justement, on le voit bien dans la série, tous ces gens qui se sacrifient, les pompiers, les gens qui vont essayer d'étouffer l'incendie, il y a un dégât humain considérable dans cette histoire. Absolument. Alors d'abord pour commencer avec les pompiers, alors eux ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Ils y sont allés, ils avaient leur équipement comme pour un feu classique. Ils y sont allés sans vraiment savoir. Et c'est après qu'ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelque chose de beaucoup plus dangereux que ce qui était prévu. Et ensuite, ce qui concerne les liquidateurs, donc ça désigne toutes les personnes qui se sont chargées de nettoyer les toits de la centrale et les environs de la zone. Ceux-là, alors, c'est effectivement, il y a eu un... Alors je sais pas dans quelle mesure ils ont été contraints ou incités à le faire. Je sais qu'on leur a promis quand même des compensations financières, des récompenses qui ont pu les motiver. Mais il y avait effectivement un sens du sacrifice qui était très fort. Globalement, en URSS, il y avait cette culture du sacrifice, de la vie humaine qui n'avait pas autant d'importance. Alors c'est un peu choquant dit comme ça, mais c'était quand même dans la mentalité de l'époque. Michel Choix, vous vous souvenez en 86 de la manière dont les informations sont arrivées jusque chez nous, l'impact que ça a eu. Vous pouvez nous rappeler tout ça, la fameuse histoire du nuage de Tchernobyl, tout ce qu'on a raconté après? C'est-à-dire qu'à l'époque, l'information a mis un peu de temps pour arriver. Et puis il y a eu ces questions de propagation de toutes les matières radioactives depuis Tchernobyl jusqu'en Europe. Elle a couvert pratiquement toute la partie de l'Europe du Nord et de l'Europe de l'Ouest jusqu'à arriver chez nous. Et effectivement, il y a cette question du nuage qui est arrivé jusqu'en France. Et effectivement, en France, on a pu mesurer quand même l'impact des retombées de Tchernobyl. On peut dire que globalement, en France, on s'en est bien sorti. Il n'y a pas eu de dégâts importants. On est un petit peu loin avec la dispersion, même ce qui est tombé n'a pas provoqué beaucoup de dégâts comme ça a pu l'être dans la région voisine, surtout en Ukraine et en Biélorussie. Il y a la fameuse histoire du nuage qui n'est pas arrivé en France. Tout ça est parti vous connaissez l'histoire, Yvan Thiebaud, d'un bulletin météo de Antenne 2 à l'époque, d'une présentatrice qui s'appelait Brigitte Simonetta. Il y a eu une petite séquence en journal télévisé où on montrait que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté. Vous connaissez l'histoire, Yvan? Je la connais très bien. C'est rigolo, entre guillemets, parce que c'est quand j'ai abordé ce sujet-là dans mon compte Twitter, l'histoire de Tchernobyl, c'est vraiment le sujet qui a cristallisé le plus de réactions des gens, beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, et parce que ça a vraiment marqué la société. Et donc oui, c'est parti de... Alors,
à l'époque, le bulletin météo n'avait pas été, les gens n'y avaient pas vraiment fait attention autant que maintenant. C'est des choses qui sont venues après. Cette histoire de nuages qui s'arrêtaient à la frontière, finalement, faut savoir que c'est une phrase qui n'a jamais été prononcée par les autorités de l'époque. C'est une formulation qui est venue du fait que les gens ont commencé à se poser des questions vis-à-vis des mesures qui ont été prises dans les pays voisins de nous, qui étaient plus radicales. Alors que nous, de notre côté, on n'a quasiment pas pas pris de précautions sanitaires. Et les gens se sont demandé pourquoi de ce côté-là de la frontière on fait des choses et de ce côté-là, de notre côté, on fait pas grand-chose. Et c'est venu de là finalement. Pour conclure, la série de Tchernobyl que beaucoup de gens ont regardé, ça a été un gros succès partout dans le monde. Michel Choix, est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce qu'on a une bonne idée générale de ce qui s'est passé en voyant la série? Il est clair et net que c'est une série très bien documentée et très bien travaillée. C'est-à-dire, on voit bien, moi je le ressens, il y a des efforts importants dans le rassemblement des informations, dans la recherche bibliographique, et aussi il y a des efforts de simplification pour rendre la série abordable, accessible, comme vous l'avez dit au début, au grand public. Ceci étant, quand on fait des efforts de simplification, c'est souvent au détriment de la rigueur scientifique. Alors, il y a l'avantage que ça rend les choses simples, compréhensibles, et puis bon, ça attire aussi les téléspectateurs, mais bien sûr, il y a des passages où la rigueur scientifique a été sacrifiée. Yvan Thiebaud? Tout à fait. Alors moi j'ai trouvé la série vraiment brillante au niveau de l'authenticité, de l'exactitude, tout ce qui concerne les paysages, les costumes, tous les objets. Il y a vraiment un très gros travail qui a été fait et c'est extrêmement fidèle à la réalité. Et comme disait Monsieur Choix, alors après il y a des petites approximations, des petits changements qui ont été faits, mais qui sont sans grande gravité et globalement la série permet très bien aux gens qui sont tout à fait même novices de comprendre ce qui s'est passé, les enjeux, les conséquences, et même la vulgarisation qui est faite autour du fonctionnement d'un réacteur est très bien faite, je trouve. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Michel Choix, vous êtes le spécialiste de Tchernobyl. Vous avez écrit un livre d'ailleurs sur ce sujet. Vous travaillez à l'IRSN et vous êtes vraiment un des meilleurs experts du nucléaire en Europe de l'Est. Quant à vous, Yvan Thiebaud, je vous remercie. Vous êtes passionné de Tchernobyl et votre compte Twitter, je l'ai, c'est @TchernobylFR. C'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. Merci à vous deux. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts reproduits par la Sfen chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sfen, sfen.org. À bientôt.